Bien au contraire. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Nous allons parler de violence intrafamiliale. Les jeunes sont-ils en cause? C'est la grande question que nous allons nous poser ce matin en débattant avec nos invités, nos chroniqueurs et vous évidemment. Et cette question sondage sur le site mlemedia.ch. Observez-vous une hausse des violences intrafamiliales? C'est notre question au sondage sur le site mlemedia.ch. Et puis je vous invite à jeter peut-être un petit coup d'œil sur l'évolution de notre sondage en ligne. 56% vous dites non, 44% vous dites oui. On va en parler ce matin avec nos invités et notamment avec Antoine Hurlimann, journaliste à Blick et à l'Illustré qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, merci d'être là. Ce chiffre correspond selon vous à une réalité? Est-ce que les gens sont conscients ou pas de ce qui se passe aujourd'hui? C'est intéressant. Je me serais attendu à un sentiment inverse. Oui, moi aussi. Mais effectivement, on en débattra. On manque de données, donc on verra. On manque de données, effectivement, et on aura l'occasion de pouvoir en débattre avec vous. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Nous rejoint également dans quelques instants sur le plateau Tanguy Oslos, délégué jeunesse de la ville de Lausanne. Il sera là aussi pour pouvoir donner son avis sur la question et nous aider bien sûr à décortiquer et à bien comprendre cette problématique. Je vous rappelle que vous prenez part également évidemment à ce débat avec vos réactions que vous nous envoyez par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. Et nous avons reçu ce message-là que je vous propose d'écouter. Le dialogue est la base de tout. Que ce soit dans les relations parents-enfants et leur montrer aussi les dérives que peuvent comporter notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va ressortir, j'imagine, on va en entendre parler. Est-ce que c'est vraiment la cause de cette problématique? On en débat dans un instant, c'est juste après la météo avec nos invités, vos réactions et nos chroniqueurs. A tout de suite sur MLeMedia. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Et de retour sur le plateau pour cette première partie de Ni pour ni contre, bien au contraire. On parle de violence intrafamiliale. Les jeunes sont-ils en cause? C'est le point d'interrogation. Et c'est la question que nous allons évidemment débattre aujourd'hui. Question sondage également sur le site mlemedia.ch. Observez-vous une hausse des violences intrafamiliales? Un phénomène longtemps passé sous silence refait surface. Des parents alertent en effet sur la violence exercée par leurs propres enfants entre tensions familiales, perte de repères et radicalisation de certains jeunes. Les témoignages se multiplient. Des structures comme Alterne Truffe font face à une hausse des appels de parents désemparés, parfois contraints de porter plainte. Si le sujet reste tabou et sous-déclaré, les spécialistes appellent à briser le silence et à reconnaître ce problème sur le plan institutionnel. Alors ce matin, pour en débattre, nous recevons notamment Tanguy Oslos. Bonjour. Enchanté. Excusez-moi pour... enchanté et bienvenue. Délégué jeunesse de la ville de Lausanne et Antoine Hurlimann, que je vous ai présenté il y a quelques instants, journaliste au Blick et à l'Illustré. Merci d'être là ce matin. Nous avons également Thomas Lécuyer sur le plateau, notre chroniqueur Mike Perez aussi qui est avec nous. Et puis vous prenez part au débat, je vous rappelle. Observez-vous une hausse des violences intrafamiliales? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On regardera tout à l'heure l'évolution de ce sondage évidemment en ligne. Et puis je vous rappelle qu'on attend vos réactions au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux que vous nous faites parvenir, ainsi que via notre compte Instagram. On aura l'occasion de pouvoir recueillir également et peut-être faire la lecture de quelques-uns des messages que nous avons déjà reçus. Mike Perez. Oui, et c'est vraiment un sujet d'actualité, puisque cette semaine, le Conseil national a accepté un postulat de la conseillère nationale vaudoise Jacqueline de Coatreau qui réclame un rapport sur cette question encore taboue, justement, de la violence des enfants envers leurs parents, qu'on résume, on utilise l'acronyme VEP, cette violence d'enfants envers les parents qui est en progression. De plus en plus d'enfants et d'adolescents adoptent un comportement violent et répété envers leurs parents. Alors évidemment que la majorité des parents hésitent quand même à porter plainte, par honte, par attachement, pour plein d'autres raisons. Donc c'est un sujet qui reste tabou, mais on voit qu'effectivement ça s'est remonté jusqu'au niveau politique, jusqu'au niveau fédéral, oui. Et que maintenant le Conseil national, le Conseil des États et à terme la Confédération vont devoir vraiment se pencher sur cette question. Alors, comment en est-on arrivé à ça, messieurs Tanguy Oslos? Comment on est arrivé là?
Alors, je dirais que c'est une question que je maîtrise assez peu, parce que bien évidemment, en tant que délégué jeunesse, je rencontre beaucoup de jeunes, mais là, on parle plutôt de la sphère privée, donc c'est des choses qui sortent en effet assez rarement. C'est tabou. Assez tabou. Moi, ce que j'ai pu, je me suis un peu renseigné, connaissant le sujet aujourd'hui, si on regarde les statistiques fédérales en termes de plaintes portées, alors on est bien d'accord que c'est un sujet qui fait que rarement il y a des plaintes faites par les parents, mais on peut imaginer que s'il y avait une augmentation assez importante des plaintes, c'est qu'il y avait quand même un nombre de cas important. Là, depuis 15 ans, les statistiques fédérales sont assez stables, en légère baisse depuis 2 ans. Donc pour moi, c'est pas un nouveau phénomène, c'est pas un phénomène qui prend de l'ampleur, en tout cas a priori. Mais comme l'a demandé d'ailleurs Mme de Quatro, comme il y a très très peu d'études et très peu de monitoring de ce genre de choses, on a vraiment de la peine à parler. On peut connaître un cas ou un autre. Est-ce que ça en fait un phénomène ? Je ne suis pas sûr. Ce qui est par contre évident, c'est que, bien évidemment que ça existe, bien évidemment que les personnes qui sont confrontées à ça, c'est des situations très pénibles, mais n'oublions pas que l'immense majorité des violences intrafamiliales, c'est plutôt contre les enfants et les jeunes. Dans l'autre sens, donc n'oublions pas ça. La statistique en niveau suisse est de 14% de jeunes qui ont des abus physiques ou psychologiques. Donc une classe scolaire, c'est environ 2 enfants, un peu moins de 2 enfants par classe qui seraient confrontés à ça. Donc, j'essaye pas du tout de minimiser l'importance et ce que peuvent subir certains parents, mais en proportionnalité, on est très 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 loin du contraire en fait. Mais on entend souvent en tout cas le bruit, la rumeur, fondée ou pas, que la jeunesse actuelle, d'une manière générale, est de plus en plus violente. Violence entre groupes, violence envers des professeurs aussi, violence civile. Vous, en tant que délégué jeunesse, qu'est-ce que vous observez est-ce que vous observez cette montée-là, ou est-ce qu'au contraire c'est une fausse idée ? Moi j'ai l'impression qu'on est plus dans une surmédiatisation des événements qui se passent avec les jeunes. Je les ai pas sortis là, mais il y a des textes de l'Antiquité qui parlent d'une jeunesse qui est complètement immorale, de quoi l'avenir du monde est fini avec une jeunesse pareille. On retrouve des textes aussi du début du XXe siècle en disant mais c'est pas possible, avec la jeunesse actuelle, il y a que de la violence. Enfin voilà. Donc je pense que c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Ce qu'on se rend compte là aussi, moi j'aime quand même avoir un peu des bases statistiques, c'est que les chiffres de la violence générale des jeunes sont en baisse depuis les années 2000. Par contre, les phénomènes, quand il y en a, souvent c'est plus violent. Enfin, la violence est plus forte, mais le nombre d'incidents est moindre. Donc après, voilà... il y a des explications un peu café du commerce, et je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a les jeux vidéo, il y a l'enfant roi, il y a toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'on est dans des phénomènes qui sont assez classiques de l'adolescence. Et puis, simplement, il y a une époque aujourd'hui où le moindre incident est beaucoup plus mis monté en épingle, et donc on a l'impression que les choses sont beaucoup plus complexes. Anthony Hurlimann, vous avez écrit un article dernièrement dans le Blick qui met en avant finalement cette hausse de violence. Si on parlait de hausse de violence, quel constat avez-vous fait ? Alors, moi, je ne parle pas de hausse de violence. Madame de Quatro le fait dans son postulat, s'appuie sur le sentiment de certains spécialistes. Mais effectivement, on n'a pas d'études qui viennent corroborer une éventuelle hausse. Ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est que les cas qu'on connaît aujourd'hui sont la pointe de l'iceberg, puisqu'effectivement, il y a énormément de tabous, il y a de la honte, parce que pour les parents, ça revient à dénoncer leurs enfants. C'est terrible. Et souvent, ces cas, on les découvre finalement par des biais annexes, par exemple des conflits à l'école ou d'autres cas de violence, et on se rend compte en menant une enquête qu'il y a aussi des violences intrafamiliales. Donc voilà, le postulat de Madame de Quatro aura au moins le mérite de permettre de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe en Suisse là autour. Moi, ma conviction, effectivement, quand on voit les statistiques, quand on voit les plaintes, j'ai pas le sentiment, du moins j'ai aucun élément factuel sur lequel m'appuyer pour dire qu'il y aurait un phénomène croissant. Je pense qu'aujourd'hui personne ne peut l'affirmer. Dans le Blick, c'est quand même écrit, hein.
Alors, on cite des personnes qui l'affirment, néanmoins, il n'y a pas d'études qui l'appuient. Par contre, vous faites le même constat, il n'y en a pas forcément plus, mais par contre, c'est plus violent quand ça arrive, c'est ça ? Oui, et ça, la justice des mineurs le dit. On voit qu'effectivement, il y a moins de violence si on regarde ces dernières décennies, mais qu'il y a des cas beaucoup plus graves qui posent certaines fois d'ailleurs les questions de la limite de la justice des mineurs. On ne sait pas très bien quoi faire avec certaines personnes qui posent des nouvelles problématiques. D'une manière générale, c'est très très complexe, je pense, de faire rentrer la question de la justice dans le cadre familial. On le voit bien. C'est très difficile pour un enfant d'aller porter plainte contre ses parents, alors que l'enfant pourrait le faire. Et vice-versa, c'est difficile, voire impossible. À partir de là, comment on peut arriver à quantifier, contrôler ou chiffrer les violences intrafamiliales, qu'elles soient dans les deux sens. Il y a aussi le projet d'inscrire dans le Code civil le principe d'éducation non violente. Donc ça veut dire qu'en théorie, un enfant de 13 ans ou de 14 ans pourra aller porter plainte contre ses parents par la suite, mais c'est impossible à faire dans les faits. On ne peut pas aller à la police porter plainte contre son père ou sa mère, et je peux vous dire que je parle d'expérience. Observez-vous une hausse des violences intrafamiliales? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur notre site. On a fait basculer la balance depuis tout à l'heure. Ça a bougé, oui, à 53%. 53%. Ce chiffre qui a changé depuis tout à l'heure, ça corrobore un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Effectivement, je pense qu'il y a un sentiment qui est là. Maintenant, à voir si les faits corroborent ce sentiment ou non. Il faut bien faire la distinction. Et vous, Tanguy Ossos, c'est un chiffre qui, selon vous, pourrait correspondre à quelque chose. On est d'accord, c'est pas palpable. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on dit, c'est qu'on est sur le ballon, et pour moi, c'est un chiffre d'égalité. Et je pense qu'en effet, il y a vraiment le ressenti. On a entendu dire que ah oui, alors ça monte. Pour moi, ça montre que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de vrais chiffres. Donc ça ne m'étonne pas que quand on interroge les gens, on arrive à un de 50-50. Vous restez avec nous, vous continuez à donner votre avis sur notre site mlemedia.ch et continuez évidemment à réagir. Envoyez vos messages écrits ou vocaux au 079 121 9000 et via notre compte Instagram également. On revient dans un instant avec nos invités, nos chroniqueurs et vos messages. On se retrouve juste après la pause, vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Observez-vous une hausse des violences intrafamiliales? C'est notre débat de ce jour, notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en débat ce matin justement avec nos invités, Tanguy Ossos, délégué jeunesse de la ville de Lausanne, et Antoine Hurlimann, journaliste à Blick et l'illustré. Merci messieurs d'être avec nous. Nos chroniqueurs Thomas Lécuyer, Mike Pérez, et vos messages que nous recevons au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Et je vous propose d'écouter ces deux messages que nous avons reçus avant d'entamer cette deuxième partie du débat. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait plus de violence chez les enfants ou jeunes adultes envers leurs parents. Les parents sont certainement moins violents aujourd'hui, d'ailleurs, parce que mieux informés aussi sur les répercussions. Malheureusement, maintenant, on vit dans un monde de fous. Et hélas, les jeunes perdent plus ou moins leur calme et parfois reproduisent ce qu'ils voient sur les écrans. Hélas, on vit dans une triste époque. On vit dans une triste époque, dit-elle. Les écrans, c'est vrai, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois. Deux fois qu'on en parle dans ces témoignages que nous avons reçus. Finalement, ces écrans, est-ce que ça pourrait être une des causes de cette problématique? Qui veut répondre à cette question? Moi, je pense, en tout cas, en tant qu'un peu spécialiste des écrans, en termes de fiction, en tout cas, je pense qu'il y a réellement un problème à ce niveau-là. Je vous invite à voir ou à revoir l'incroyable série Netflix Adolescence. C'est un écran, d'ailleurs. Qui parle, qui parle le mal par le mal. Très frontalement de ce sujet. Non pas tant par les images que les enfants et les ados consomment, mais par l'isolement complet que créent les écrans autour des enfants et des adolescents. Les adolescents sont isolés, ils sont enfermés dans leur bulle, ils passent 3, 4 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux le soir, entre de 20h et 1h, il n'y a plus de communication, et puis quand il n'y a pas de communication, il y a de la violence. Alors est-ce le signe d'un échec éducatif ou un malaise social plus large? Alors, comme ça, il faut prouver qu'il y a vraiment une augmentation. Comme je disais, moi je pense que le phénomène en lui-même, il est vieux comme le monde. Par contre, c'est peut-être un autre débat sur, en effet, les écrans et
Et puis c'est vrai que souvent on pointe du doigt les jeunes avec les écrans, mais on oublie de se regarder nous-mêmes. Oui, c'est ça. On n'est pas forcément des très très bons exemples. On ne montre pas l'exemple. Et on a toujours ce côté oui, mais nous c'est différent. C'est la même chose que les gens qui souvent critiquent les jeunes. Oui, mais à mon époque c'était différent. Non, c'était pas différent. Vous étiez plus jeune. Vous avez un autre rapport aujourd'hui. L'écran n'avait pas la même forme. Et on n'avait pas d'écran. Ça, je suis d'accord. Mais il y avait d'autres choses. Donc moi, je pense qu'à chaque époque, il y a des choses différentes. Il faut vivre avec. On ne va pas supprimer les écrans, ni pour nous, ni pour les jeunes. Après, c'est d'essayer de travailler en bonne intelligence avec eux, de mettre certaines limites. Oui, parce que de toute façon, c'est la faute des parents. Si les enfants consomment trop d'écrans, c'est à eux, c'est aux parents, en fait, de régler. Si les écrans remplacent les parents, donc... Et c'est vrai qu'on le voit de temps en temps avec. Mais voilà, mais je pense qu'on est sur un autre débat. C'est un autre débat, oui, parce que la question c'est. De toute façon. Ouais, mais la question était est-ce que les écrans finalement pourraient faire augmenter cette violence intrafamiliale, selon vous, Antoine? Je pense pas que ce soit les écrans le problème, mais certains discours, typiquement pour reprendre la série citée par Thomas, ce qui pose problème finalement, c'est l'effet bulle de filtre sur certains discours, en l'occurrence masculinistes, qui sont vraiment du conditionnement psychologique extrêmement violent, et finalement l'écran est le médium qui permet d'accéder à ces discours violents et problématiques, parce qu'effectivement on sait comment fonctionnent aujourd'hui les algorithmes, on peut facilement se retrouver dans des effets bulles de filtre où finalement on ne voit plus que ça. Donc c'est ça finalement le vrai problème, c'est ces discours-là qui pullulent sur les réseaux sociaux plutôt que le médium en tant que tel, effectivement. Et ces effets bulles de filtre, ils incitent au passage à l'acte. Oui, c'est ça, justement. Mais ces messages, on les voit sur les écrans aussi, donc finalement ça crée une espèce de boucle sans fin où finalement ils ont aussi accès à ce genre de messages qui fait que ça pourrait provoquer une espèce de problématique sur le long terme, en fait. C'est plus compliqué qu'on l'imagine, en fait. C'est très très complexe. Enfin, de toute façon, de facto, l'adolescence, l'enfance et l'adolescence sont des phénomènes très complexes. On oublie aussi de se rendre compte au niveau neurologique, le cerveau d'un adolescent il faut se rappeler, n'est pas terminé avant 25 ans. C'est ça. Et c'est un espèce de tous les jours, c'est une espèce de bombe atomique dans le cerveau, des millions de neurones qui meurent, qui naissent. Enfin, on se rend pas compte. On se rend plus compte comme adulte, et donc on est beaucoup plus sensible à certaines choses étant plus jeune, à la lumière, au son. C'est pour ça qu'on mange aussi plus gras, plus sucré. Enfin, là, je mélange un peu plein de choses, mais juste pour rappeler que l'adolescence, c'est un moment de passage qui est pas toujours simple à vivre aussi. Et comme adulte, quand on est pris dans son quotidien avec ses problèmes de travail, d'impôts et autres, on a tendance peut-être à négliger son jeune, et c'est peut-être là aussi des réactions disproportionnées qui peuvent arriver. Antoine Hurlimann. Oui, c'est pour ça que c'est important de rappeler que la VEP, c'est pas simplement un ado qui, lors d'une crise de colère, a un mouvement violent. On parle vraiment d'un phénomène qui est inscrit, répété, où on voit une bascule dans la hiérarchie familiale. Et donc c'est aussi pour rassurer les personnes qui nous écoutent, hein. C'est pas si votre enfant s'énerve à l'adolescence, c'est pas pour autant que vous avez affaire à un enfant ou un adolescent problématique. Maintenant, ce qui est aussi important de rappeler, c'est qu'un enfant dysfonctionne rarement tout seul. C'est souvent une famille qui dysfonctionne dans ses interactions, dans sa dynamique, et c'est pour ça que aujourd'hui, les spécialistes préconisent des observations en milieu familial ouvert. Donc, on a un éducateur, une éducatrice qui vient dans les familles observer plusieurs jours et qui propose des solutions. C'est pas l'enfant, l'adolescent qui doit changer tout seul. C'est souvent chacun qui doit trouver sa place au sein de la famille et qui doit apprendre à interagir avec les autres. Ouais. Comment désamorcer tout ça? C'est par le dialogue, ça doit passer, mais le dialogue intergénérationnel, on a l'impression que c'est compliqué. C'est un vrai champ de bataille aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des solutions? Ça passe parce qu'il vient d'être dit. Là, j'ai aussi interrogé par exemple la Fondation Enfance et Famille qui, dans le canton dans toute la Suisse, mène justement ces dialogues intrafamiliaux qui, eux, n'ont pas du tout remarqué d'augmentation. En tout cas, ça reste des épiphénomènes, vraiment. Et ça passe vraiment par ces questions de dialogue et de remettre en effet un peu des choses en place dans la famille. Quand ce type de phénomène arrive, c'est malheureusement souvent quand il y a un des deux parents qui est absent et que l'enfant veut compenser ce manque. Voilà, il y a différentes choses qui se jouent. Donc en général, c'est pas dans une famille qui fonctionne assez bien. Et puis en effet, c'est pas si une fois vous avez puni votre enfant puis qu'il
il vous repousse violemment, on ne peut pas appeler ça de la violence de l'IVEP. Il faut vraiment ce côté répétitif sur du long terme, et en effet où l'enfant joue un rôle qui n'est pas le sien, enfin, il prend une place qui n'est pas la sienne. Et de toute façon, je pense que n'importe quelle éducation, le dialogue, c'est la base, et la communication, c'est la base. Donc, intéressez-vous à ce que fait votre enfant, parlez-lui. On a cette tendance aussi à être chacun dans nos silos, et on se contente de passe-moi le sel. Un enfant qui fait beaucoup de jeux vidéo, c'est pas forcément négatif, mais si vous passez votre temps à critiquer le fait qu'il passe des heures sans du tout vous intéresser à ce qu'il fait, il n'y a rien de constructif. Par contre, vous lui demandez, tiens, qu'est-ce que c'est comme jeu, raconte-moi, et qu'est-ce que tu peux faire, enfin voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui font qu'en général, si un dialogue se fait, et si on s'intéresse aux passions des uns et des autres, ça désamorce clairement les tensions. En effet, c'est pas ça. C'est compliqué. Dommage, il faudrait qu'il y ait un mode d'emploi. Hein. Alors, le mode d'emploi des parents, celui qui arrive à nous le sortir, il fait un best-seller. Hein. Effectivement, vous le constatez aussi, Antonio Hurlimann, c'est ultra compliqué. Finalement, il n'y a pas le bien faire ou mal faire, on ne sait pas vraiment aussi. Les gens se retrouvent finalement des fois confrontés. On a tous une vie professionnelle, on a tous aussi le stress. Ça aussi, ça peut être un facteur qui engendre ce genre de problématiques. Alors on peut comprendre, il y a une sorte de compensation. C'est très compliqué. Je crois que déjà, en tant que parent, il faut absolument arrêter de vouloir être un parent parfait, parce qu'être un parent parfait, ça n'existe pas. Donc à partir du moment où on essaie de passer un deal avec ses enfants en disant tu vas faire des conneries, moi aussi en tant que parent je vais en faire parce que je suis pas parfait, et puis ça peut déjà peut-être faire baisser la pression intrafamiliale, parce que c'est pas possible d'être un parent parfait. Les enfants, ils vont toujours se construire contre nous, c'est comme ça qu'ils vont avancer. Ça, je pense, c'est le premier point. Et puis juste pour rejoindre ce que disait Tanguy, un point très important, je crois que la violence intrafamiliale dans les deux sens, c'est l'ultime recours, et il faut absolument installer du dialogue et de l'échange entre les générations. Et ça, c'est le rôle des parents, d'abord. Il faut oser demander de l'aide. Ouais, c'est ça. Il y a un tabou là autour. Oui. Au bout d'un moment, quand la situation est trop compliquée, quand on n'a pas les solutions, il n'y a aucune honte. Quand on est dedans, est-ce qu'on s'en rend compte vraiment, finalement ? C'est quoi les signes avant-coureurs ? Je pense effectivement que c'est très difficile une fois qu'on a le nez dans le guidon, mais il faut l'admettre aussi. Il faut l'admettre, et il faut pour pouvoir en prendre conscience. Je pense qu'il faut vraiment libérer la parole autour de toutes ces questions-là, et ça passe par faire sauter le tabou. J'évoquais avant, pourquoi pas la possibilité lors des campagnes de prévention, parce qu'on l'a rappelé, mais c'est d'abord les enfants qui sont les premières victimes des violences intrafamiliales. Mais lors de ces campagnes de prévention, pourquoi pas aussi mentionner la VEP, établir ce phénomène, poser ce phénomène, permettre aux gens qui en sont les victimes de dire tiens, je ne suis pas seul, donc potentiellement je peux en parler. Osons aborder ces thématiques-là. C'est ça, je pense que c'est peut-être l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui. C'est pas forcément de montrer qu'il y a un phénomène énorme, c'est plutôt d'en parler, que ce soit moins tabou, que des gens qui seraient malheureusement pour eux touchés par ça puissent en effet, comme dit Antoine, appeler. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a la chance d'avoir quand même un réseau assez important de différents acteurs qui peuvent filer un coup de main. Et puis, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que peu importe le type de violence, la violence est toujours le symptôme d'autres problématiques. Ça sort jamais de nulle part. Donc c'est aussi en travaillant sur les problématiques qui peuvent émerger derrière cette violence qu'on va empêcher cette violence, ou en tout cas l'amenuiser. Mais qui on peut appeler dans ce cas-là, en tant que parent, si on se retrouve confronté à cette situation ? Alors au niveau de l'État... sans appeler la police, évidemment. Dans le canton de Vaud, il y a la JEDG, donc qui s'occupe de ces questions-là. Il y a des fondations, je citais tout à l'heure Enfance et Jeunesse, Enfance et Parents. Il y a différents acteurs comme ça. Il y a la ligne du 147, la main tendue. Il y a différents acteurs comme ça qui peuvent répondre, et c'est anonyme. Et puis on peut juste déposer aussi sa problématique. Et puis là, il y a des gens qui risquent de vous recontacter pour dire on pourrait vous proposer ce que disait par exemple Antoine tout à l'heure, de venir à la maison, d'essayer d'ouvrir un dialogue.
jouer le rôle de modérateur, de médiateur, pardon. Exactement. Effectivement. Et il y a les professionnels de la santé mentale, psychologues, psychiatres. Et là, d'ailleurs, il y a un gros chantier que n'empoignent pas vraiment nos pouvoirs publics. Aujourd'hui, il faut parfois des semaines, voire des mois pour obtenir un rendez-vous, pour pouvoir commencer un processus de guérison. C'est un état qui est connu. Et ça, clairement, les adolescents et les familles concernées par la VEP en font les frais. Nous parlons de ce phénomène de violence intrafamiliale. Les jeunes sont-ils en cause ? On a pu en débattre il y a quelques instants avec nos invités, Tanguy Oslos, délégué à la jeunesse de la ville de Lausanne, et Antoine Hurlimann, journaliste public et à l'illustré. Et cette question sondage sur le site mlemedia.ch, observez-vous une hausse des violences intrafamiliales ? On l'a vu que c'était plus ou moins 50-50, on l'a bien sûr remarqué. Nous avons reçu également quelques messages sur notre compte Instagram. Que disent les internautes sur ce sujet ? Vous avez fait le modérateur, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, et alors Thomas, justement, un autre Thomas, un éducateur, nous explique on voit des ados exploser parce qu'ils n'ont jamais appris à poser des mots sur ce qu'ils vivent. La violence, c'est souvent leur seule façon d'exister ou de crier à l'aide. Le vrai scandale, c'est qu'on attend qu'ils frappent pour s'en occuper. Ouais, l'école là-dedans, parce qu'elle n'a pas un rôle à jouer peut-être plus important que... On dit que l'école nous instruit et que les parents doivent éduquer, mais... Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on met beaucoup de charges sur l'école, beaucoup de responsabilités. Alors bon, moi, c'est une simple question. Je ne suis pas du tout lié à l'école, donc je ne vais pas du tout me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on met beaucoup de choses sur l'école. Donc j'imagine que le challenge est important pour les profs, pour le système. Bien sûr que... Pour avoir un rôle de prévention, quand même. Bien sûr, et puis je pense que dans l'apprentissage du dialogue et de savoir parler, en Suisse, on n'est pas forcément excellent si on regarde avec nos voisins français qui ont une facilité à s'exprimer, parce que dans le système scolaire, on apprend aux jeunes à parler, et nous, on est beaucoup plus dans l'écrit. Peut-être qu'il y a des choses un peu à revoir dans le fonctionnement de notre système, mais très très général, parce que je pense que plus on arrive à s'exprimer, plus on arrive à faire sortir les problématiques. Et je pense qu'en Suisse, on est très bon pour apprendre des pages et des pages de vocabulaire. Par contre, on n'arrive pas forcément à s'exprimer dans nos émotions aussi facilement que, entre autres, nos amis français. Donc voilà, c'est peut-être une piste, mais comme je dis, l'école a beaucoup de chats à fouetter, donc c'est vrai que c'est compliqué. En effet, c'était pas pour remettre une couche, c'était juste une simple question, je tiens à le préciser. D'autres messages sont arrivés sur le compte Instagram. Oui, Myriam nous écrit: ce n'est pas facile de dire qu'on a peur de son propre enfant, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un cri d'alerte, et souvent on se sent seul avec ça. Et enfin Malik nous écrit... tabou dont on parlait, Malik nous écrit: quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était normal d'exploser à la maison, crier, casser des trucs, insulter. C'était ma manière de dire que j'allais mal, personne ne m'a appris à faire autrement. Faire du sport, il faut s'extérioriser, il faut réussir à pouvoir s'exprimer, on y revient, effectivement. Merci pour ces messages. Est-ce que ça vous fait réagir, Antoine Hurlimann, ces messages que nous avons reçus ? Oui, il faut apprendre à s'exprimer, mais à s'écouter. C'est ça qui est intéressant dans le témoignage de Malik, c'est que finalement, il explose parce qu'il croit que c'est la seule manière d'extérioriser, mais il faut d'abord identifier son malaise, son mal-être, identifier ses émotions pour pouvoir les verbaliser. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels on est très très mauvais en Suisse. Et à cette question, pour terminer, pour ce dernier tour de table, observez-vous une hausse des violences intrafamiliales, pour dire aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure finalement, c'est qu'on en parle un peu plus qu'avant, c'est tout. Notamment par les réseaux sociaux. Il y a un autre exemple qui est aussi une réalité. C'est pas qu'on veut minimiser, c'est toujours important de le redire, c'est pas que ça n'existe pas. Typiquement, le harcèlement scolaire, bien évidemment, c'est un phénomène qui est important, qui est grave et qui existe. On en parle depuis quelques années, on n'en parlait pas vraiment avant. Et les pays anglo-saxons, par exemple, qui monitorisent depuis les années 70 ce phénomène, en fait, on se rend compte que c'est un phénomène qui est plutôt en régression. Alors qu'on imagine que c'est en explosion, parce qu'on en parle aujourd'hui, alors que c'est plutôt de lente érosion. Alors c'est pas une chute spectaculaire, bien évidemment c'est un phénomène qui continue à exister, mais si on le compare aux années 70, 80, 90, on est plutôt en baisse aujourd'hui. Donc là, c'est juste pour dire que des fois on a une tendance à
à prendre la réalité du moment comme étant un truc incroyable et c'est pas toujours le cas. Et c'est bien évidemment, je redis, ça veut pas dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de souffrir en ce moment, bien évidemment. Merci Tanguy Ossos, délégué jeunesse de la ville de Lausanne. Antoine Hurlimann, peut-être pour terminer. Oui, vivement que le Conseil fédéral se penche sur le postulat de Madame Jacqueline de Quatro, parce qu'effectivement en Suisse, concernant tous les faits de société, que ce soit les féminicides ou ce qui nous intéresse aujourd'hui, la VEP, on manque de données, on manque de data. Et la première étape pour pouvoir prendre les mesures adéquates, c'est déjà de prendre la mesure du phénomène. Et aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Merci Antoine Hurlimann, également journaliste établi, qui a illustré d'être venu débattre avec nous sur ce sujet ce matin. 30 secondes pour Thomas Lécuyer. Oui, le phénomène existe, ça c'est certain. Après, il faut pouvoir le quantifier, comme vous venez de le dire, avec du dialogue, avec de l'ouverture, avec des moyens d'appui aussi, soutien psychologique aux familles. Et puis, surtout, plus que jamais, il faut rappeler que ce qui est important, c'est de communiquer, de dialoguer entre nous, entre les parents et les enfants, et de jamais laisser le silence s'installer. Mike, 20 secondes. Ouais, c'est clairement au cœur de plein d'autres problèmes. On a évoqué effectivement la relation dans les deux sens entre parents et enfants. Moi, je me place toujours en tant que parent, là où je me dis... si on fournissait le mode d'emploi du père parfait, je l'achèterais direct et puis j'en prendrais même 3 exemplaires. Mais si on pouvait aussi nous fournir un décodeur pour les ados, parce que des fois, voilà, on a de la peine aussi à les comprendre, on a la peine à vraiment identifier ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est une réelle difficulté. Et j'essaie toujours de me dire, moi, j'étais comme ado. J'étais pas simple à gérer non plus. Ouais. Donc voilà. Effectivement. Voilà, merci beaucoup Mike. Je dis effectivement, j'en sais rien en fait. Mais je vous crois sur parole. Quelles sont vos sources, Philippe Morax? On va pas se foutre sur la gueule, hein. Bon, en tout cas... à mes parents. Merci beaucoup pour toutes ces réactions. Merci aussi à vous, l'autre côté de l'écran ou de votre poste de radio, pour vos nombreuses réactions. Demain, nous allons parler politesse, langage et génération tout full camp. Justement, tiens, c'est presque en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Sommes-nous en train de perdre les bonnes manières? Nous en débattrons demain. C'est notre question sondage d'ailleurs demain dans Ni pour ni contre, bien au contraire. Ça ne concerne pas que les jeunes, les adultes. Et ça concerne tout le monde, ça, effectivement. Et c'est Anne-Marie Philippe, directrice et rédactrice en chef du magazine Elle Suisse, qui sera avec nous pour nous parler de ces bonnes manières, n'est-ce pas? Nous en parlerons donc demain sur M le Média et sur Canal+. On va se faire des courbettes alors. Voilà, en tout cas, on se dira bonjour, au revoir et c'est vous. Voilà, c'est important. Hein. Voilà, et on se tiendra la porte, hein, surtout. Merci en tous les cas. Vous retrouvez ces meilleurs moments en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, je reçois Lord Campbell. Et puis, on va parler gastronomie avec Knut Schwander. A tout de suite. Bien plus qu'un média.